Bonjour. Je pense qu'on va essayer de respecter le quart d'heure académique et de ne pas aller beaucoup plus loin et de commencer tout de suite. Et évidemment, je commence en disant Djishbul Gajanon Udmurti Chursi. Et je continue en français en vous disant que ma tâche ici est double ce matin. Tout d'abord, vous souhaiter à tous la bienvenue à ces 4e journées finno-ougriennes de la DEFO, organisées cette année en collaboration particulièrement étroite avec l'INALCO, avec ses centres de recherche Créeux et Serlum, et avec une nouvelle coopération dont nous nous réjouissons avec le 7e arrondissement qui a offert ses locaux pour une exposition d'art Udmurt qui a été inaugurée hier, je pense, avec beaucoup de succès. Et deuxième chose que je ferai ce matin, c'est vous faire une rapide présentation de l'Udmurtie en introduction de ces journées. Alors, je souhaite donc vraiment la bienvenue à tous les participants de ces journées, à tous ceux qui se sont rassemblés ici pour découvrir l'Udmurtie d'aujourd'hui. Et je suis particulièrement heureuse d'accueillir pour la première fois lors de ces journées finno-ougriennes de la DEFO un aussi grand groupe d'Udmurt venus d'Udmurtie. Ce n'est pas facile d'organiser des initiatives en faisant venir des personnes de Russie. Mais cette année, nous avons réussi, pas à 100% de ce que nous souhaitions, mais quand même à avoir, par exemple, la présence de Nadia Utkina, de Lyuba Fyodorova, de Galina Nikitina, qui nous entretiendront, nous parleront de leur expérience en tant que chercheuses, militantes, Udmurt engagées dans la vie quotidienne de leur pays. Et nous espérons que ce n'est que le début d'une intensification de ces liens de voyage entre Paris et les régions finno-ougriennes de Russie. Ces journées ont pour nous une signification peut-être encore plus intense que les précédentes. Parce qu'au XXe siècle, un certain nombre de liens particuliers se sont créés entre France et Udmurtie. Je voudrais en dire 2 mots. Et maintenant, ils s'étendent sur plusieurs générations. Alors, je remercie Sébastien Cagnoli d'avoir attiré mon attention sur le fait que le XXe siècle a pris un énorme retard sur le XIXe. Et j'avoue que je n'en étais pas aussi consciente que lui, et il a eu raison de me le faire remarquer. Parce que les géographies françaises, qui étaient publiées à des milliers d'exemplaires au XIXe siècle, mentionnaient les Votiarques et en disaient des choses parfaitement pertinentes. Les livres de voyage, comme celui de Rabot, édité par le grand éditeur Hachette, décrivent également le mode de vie des Votiarques de manière tout à fait pertinente. Au XIXe siècle, on peut dire que tout Français curieux a entendu parler des Votiarques. Ben, ce n'est plus le cas au XXe. Et même au XXIe, quand j'ai parlé de journée Udmurt autour de moi, on m'a souvent demandé, et des Français curieux, des journées quoi? Oui, des journées Udmurt. C'est l'occasion de revenir aux sources et d'essayer de rétablir cette connaissance qui s'est perdue. Sans doute, la politique de fermeture des frontières qu'il y a eu pendant toute une partie du XXe siècle, la politique de standardisation de l'Union soviétique ont joué un rôle dans l'oubli dans lequel sont tombés les peuples non russes de la Russie. Et pour que l'on retrouve les Udmurt et l'Udmurtie en France, il a fallu un hasard finalement. Parce que, n'est-ce pas Jean-Luc, c'était un hasard que quand tu étais boursier à Moscou, tu te retrouves dans la chambre avec des Udmurt. Et Jean-Luc Moreau est ainsi devenu ami
au début des années 60, d'Udmurt. Et ces liens se sont noués qui ont eu une suite, car d'une part, l'intérêt que Jean-Luc a éprouvé pour la culture Udmurt s'est matérialisé de manière directe dans un article publié dans les études finno-ougriennes en 1966. Alors, sans doute, Jean-Luc ne s'attendait-il pas aux conséquences, aux débouchés de son article, qui a certainement, pour être réaliste, en France, été lu par une poignée de personnes. Mais c'était une première. Voilà un chercheur occidental qui présente la littérature, un aperçu de la littérature d'un petit peuple du centre de la Russie, qui, depuis le temps qu'on n'en parlait pas, avait été pratiquement oublié. Alors, Jean-Luc partait de sources pour l'essentiel secondaires, mais comme il portait un regard incontestablement différent de celui de ses collègues Udmurt, il a eu un certain nombre d'intuitions. Il a perçu, à travers tous les filtres qui existaient dans la littérature de l'époque, il a perçu que les intellectuels des années 20, qui avaient été après mis sous le boisseau, à quel point ils avaient été créatifs et novateurs. Ils étaient certes officiellement réhabilités dans les années 60, mais leur œuvre n'était pas encore totalement reconnue, acceptée, intégrée. Et 10 ans après la parution de cet article, un article paraît en Udmurtie, extrêmement critique sur ce texte, qui avait été déjà largement oublié en France, où il avait été publié. Mais en Udmurtie, en 1977, il paraît un article de critique contre les idées nationalistes bourgeoises qui y étaient exprimées. C'était un moment où en Udmurtie, le regard d'autrui comptait. Et il comptait d'autant plus qu'au même moment, Péter Domokos écrivait une somme sur la littérature Udmurt, un gros livre paru en 1975. D'ailleurs, je me dis que nous, ici, on va être quelques-uns, Sébastien Cagnoli, Marie Cazen et moi, qui allons vous parler d'Udmurtie ici. Et on est évidemment un petit peu embarrassé à en parler devant vous, Udmurt. Mais nous savons que le savoir est fait de dialogue. Et que l'une des formes essentielles de dialogue est celui qui se noue entre les regards de l'extérieur et les regards de l'intérieur. Et nous espérons pouvoir commencer et pouvoir continuer après à le faire. Et nous sommes conscients de ce fait que notre travail, pour modeste qu'il soit, peut avoir une utilité et un intérêt dans le dialogue avec vous. Il y a eu d'autres liens entre la France et l'Udmurtie. Nous ne les connaissons pas tous. Je me souviens que Lyudmila Kotlyarova, par exemple, je ne sais pas si elle est ici, est une Udmurt venue d'Udmurtie, est arrivée à Paris, peut-être un peu tôt pour que son Udmurtitude ait pu être pleinement appréciée, sauf par Jean-Luc, qui gardait un attachement à cette culture finno-ougrienne. Et Jean-Luc a du coup fondé, on peut dire une filière. Il y a une filiation universitaire qui commence, eh bien ma foi, qui commence avec moi, puisque c'est sur la base de ses écrits et sur la base des longues discussions que nous avons eues à un certain moment, dans les années 80, que mon professeur de hongrois et de finnois m'a fait connaître le monde Udmurt, la curiosité s'est emparée de moi. En même temps, j'ai noué amitié avec Péter Domokos à Budapest, à un moment où il était impossible de satisfaire cette curiosité pour un occidental, même pour les Hongrois d'ailleurs. Et celle-ci a été évidemment ranimée quand, au début des années 90, eh bien, il a été possible de bouger. Les frontières ont commencé à s'ouvrir. Et j'ai lié amitié aussi bien à Tartu que dans des rencontres internationales avec beaucoup d'Udmurt militants et étudiants. Grâce à eux, j'ai pu me rendre en 1994 la première fois en Udmurtie. Et depuis,
Je n'ai pas compté combien de fois j'y suis allée, mais je n'ai jamais laissé passer plus de 3 ans sans y aller, soit toutes les années, soit tous les 2 ans, mais jamais plus de 3 ans sans y aller. Cette filière se poursuit, cette filière directe depuis Jean-Luc se poursuit avec Marie Cazen, qui a découvert l'Oudmourt dans la langue dans les cours de Jean-Luc, et cela l'a incité à travailler sur la culture oudmourte d'aujourd'hui pour son mémoire de master et maintenant pour son doctorat. Et nous avons donc une deuxième thèse en préparation sur l'Oudmourtie après la mienne, et nous en sommes ravis. Merci à Marie pour tout ce qu'elle a fait pour que ces journées puissent se dérouler. Et cette filière se poursuit, moins directement, mais parce que nous avons ici Svetlana Yedigarova et Benoît Mantel, qui sont, je pense, le premier couple conscient franco-oudmourt. On ne peut pas assurer qu'il n'y en ait pas eu dans l'histoire, mais vous avez poussé votre conscience au point de rédiger un manuel de conversation franco-oudmourte que vous trouverez en vente là-haut. Donc si quelqu'un veut s'initier à l'oudmourte, vous avez le travail de Svetlana et de Benoît qui sont là. Hubert n'est pas parmi nous ce matin, non. Et ce n'est pas tout, parce que depuis 5 ans, nous avons des étudiants de l'INALCO qui se rendent au cours d'été d'Oudmourt avec Guillaume Anguard. Il y a 5 ou 6 ans, Martin Carayol, que nous verrons un de ces jours, enfin aujourd'hui ou demain, et demain, Charles Thibault, et les choses continuent. Ces relations ne sont pas à sens unique, parce qu'en 2008, nous avons eu la visite de poètes oudmourtes qui sont venus présenter à Paris des traductions en oudmourte des classiques français de la poésie. Il s'agissait de Piotr Zakharov, d'Alexei Arzamazov, de Larissa Rechova, qui était accompagnée de Nadezhda Pchelovodova Moushnadi, dont les œuvres se trouvent également, il y a encore un exemplaire en vente là-haut avec une traduction française et un CD. Sans compter que je découvre comme ça tous les jours que d'autres liens se nouent au fur et à mesure. Certains de mes étudiants, j'apprends qu'ils ont rencontré à Budapest, à Helsinki, et d'autres étudiants oudmourtes et qui sont allés les voir et qui sont allés au mariage des uns, des autres. Et cela nous fait sentir à quel point, au-delà des ponts les plus visibles, il y a un véritable tissu qui est en train de se mettre en place. Et j'espère que ces journées permettent de marquer une étape qui a été franchie et de nous faire passer, j'espère aussi, à une étape supérieure. J'ai voulu, pour introduire ces journées oudmourtes, donner un cachet un peu personnel et vous faire sentir à quel point l'apport de chacun dans l'expansion de ce tissu peut être précieux. Il est rare qu'on puisse le faire, il est rare qu'on puisse suivre de manière aussi précise, et donc ne m'en tenir pas rigueur. Je me suis appesantie sur cette histoire. Alors, je terminerai cette brève introduction pour passer à une présentation plus précise de l'oudmourtie et des oudmourtes, en rappelant que nos journées finno-ougriennes fonctionnent suivant un principe que nous avons mis en place dès la première année, c'est-à-dire que nous souhaitons que les intervenants parlent leur langue maternelle. Et nous nous chargeons d'assurer une interprétation consécutive. À un certain moment, un interprète de russe devrait arriver. Je l'attendais ce matin. Ah, Daniel, tu es là. D'accord. Donc, Daniel, tu pourras aider nos participants oudmourtes et russophones à comprendre ce qui se passe ici. Et j'ai donc demandé aux participants oudmourtes de parler en oudmourte, et nous assurerons une interprétation consécutive. Et de même, Istvan Kozmac, que je vois là-haut, nous parlera demain en hongrois,
Et nos invités Ardo Lintop et Arvo Valton nous parleront en estonien et nous assureront donc l'interprétation. Et puis, pour les débats, bien Svetlana Yedegajova nous aidera à passer directement de l'Udmurt en français. Voilà, elle est ici à notre disposition et je l'en remercie.